C'est un mouvement en soi qui date déjà depuis déjà pas mal de temps, déjà en tout cas depuis le début du 19e siècle, avec on va dire des médecins holistiques, naturels, naturopathie. Il faut savoir que l'hygiénisme de base serait même le père fondateur de la naturopathie. Alors ça, si je vous dis déjà naturopathie, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà plus entendu. Naturopathie, on va penser à hein, infusion, fleurs de bac, purge et autres. D'accord? Mais on reste toujours dans une notion tout de même, ça dépend encore des naturopathes. Je ne dis pas que toutes les écoles de naturopathie sont comme ça et que tous les naturopathes sont comme ça. Mais quand même avec une notion d'interventionnisme. C'est-à-dire on y va quand même pour souvent un problème, on cherche un remède ou une façon de supprimer ce symptôme. L'hygiénisme, lui, il faut le voir plutôt comme la notion que le corps a de toute façon en lui-même les capacités, ses autocapacités pour se régénérer, pour revenir à son état d'équilibre. Et là, par état d'équilibre, je vais introduire une notion, peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est le terme d'homéostasie. L'homéostasie, c'est un principe qui gouverne tout système vivant, qu'il soit humain ou non humain, que ce soit une bactérie, une plante et un plus large réseau, un écosystème, voire même, pour certaines théories, la planète Terre elle-même, qui est un super organisme vivant, si on imagine, qui stipule que tout organisme vivant revient spontanément à l'état d'équilibre, à son état d'équilibre, en l'absence de perturbations, et ce, par des processus qu'on appelle des processus régulateurs. Donc là, une chouette définition. Ça veut dire qu'en plein vent, c'est quoi le principe d'équilibre ou cet état d'équilibre qui serait, dans notre cas, pour nous, c'est l'état de pleine santé. L'état de pleine santé qui soit physique, mais aussi psychique, moral, dans toutes ses facettes. Et cet état d'homéostasie, il faut pas voir ça comme un état figé, parce que le vivant n'est jamais figé en soi, c'est toujours un peu un balancier. C'est un petit peu le surfeur sur la vague, toujours un peu en déséquilibre contrôlé, et qui revient toujours un petit peu à son état d'équilibre, même s'il est de temps en temps basculé, chahuté. D'accord ? On peut tout à fait s'éloigner extrêmement de cet état d'équilibre, mais on va pouvoir y revenir de façon plus ou moins rapide. Et plus on arrive à osciller autour de cet état d'équilibre, et plus, pour moi, en tout cas, on est en pleine santé. Et ça rejoint aussi ce qu'on appelle avec les fenêtres ou les capacités adaptatives. D'accord ? Capacités adaptatives, on a tous, chacun, des capacités adaptatives qui nous sont propres. Qu'elles soient sur le plan psychique, physique, moral, à s'adapter aux situations. Exemple, au travail, selon le travail qu'on fait, pourquoi un individu A va être submergé par tout un tas de dossiers et autres et qui va pouvoir gérer ça, les doigts dans le nez, les choses les uns après les autres, qu'il arrive à s'organiser, hop, un imprévu, c'est pas grave, c'est bon, je rebondis. Alors qu'une autre personne, si ce n'est peut-être avec même moins de sollicitations de ce genre, va se retrouver tout de suite en état de panique. Là, ça rejoint effectivement ce côté d'adaptation, de capacité adaptative. Dans le premier cas, elle est suffisamment large et grande pour pouvoir encaisser. Dans le second cas, elle est plutôt réduite. Et donc, pour ces notions d'hygiénisme, de vivalisme, ça sous-tend effectivement que derrière tout ça, le corps a ce principe vital, cette énergie vitale qui lui permet, en l'absence de perturbation, pour peu qu'on lui en donne son cadre et les possibilités et les moyens et le temps nécessaire, qui revienne à son état d'équilibre. Et là, il y a plein d'hygiénistes ou de thérapeutes américains, européens et autres, dont Tilden, un américain, qui a écrit un ouvrage dans les années 60, j'ai plus les dates, bref, au début du siècle,
qui s'appelait l'étude toxémie et désintoxication, qui démontre que, au final, peu importe le symptôme et peu importe son intensité et le nom qu'on lui donne ou la gravité, c'est toujours une question de toxémie. Cette toxémie, c'est quoi? C'est que déjà, par nature, il faut savoir qu'un corps ou nos cellules, elles ont deux besoins fondamentaux. Vous les connaissez, ces deux besoins fondamentaux? Au niveau d'une cellule? Respiration, nourriture. Anabolisme et catabolisme. À peu près, ouais. C'est même assez trivial, c'est manger, éliminer les déchets. C'est ça. Une cellule, ça fait que ça. C'est manger, éliminer les déchets. Manger, éliminer les déchets. Même sans rien faire. Dans le sens, même quand on a l'impression, nous, de rien faire. Au repos, au jeûne, à la retraite, tout ce qu'on veut, inactivité. Mais même en plein cœur de l'inactivité, c'est un bouillon d'activité et de culture qui se passe au sein de la cellule. Et même comme ça, elle mange, elle élimine les déchets. Pour amener de la nourriture, il y a quoi? Il y a le système circulatoire. 5 litres de sang, tous les réseaux capillaires, qui amènent les nutriments, vitamines, minéraux et autres, et de l'oxygène. Et éliminer les déchets, ça se fait plutôt par une voie autre, avec le système lymphatique, qui va normalement désengorger, éliminer les déchets. Oui, des déchets, oui. Hein, la cellule, le monde animal, ça fonctionne avec des sources de sucre, de l'oxygène, paf, ça pète le tout, ça fait de la chaleur et de l'énergie. Mais dans ce processus, il y a des déchets. Oui, pour venir jusqu'ici, on a marché, on a respiré, on a quoi? On a éliminé de l'acide carbonique. Si je fais un effort plus intense, que ça commence à brûler, je produis de l'acide lactique. Je commence à cogiter, à beaucoup réfléchir. Je produis de l'acide phosphorique. Je consomme beaucoup de produits azotés, beaucoup de produits protéinés, carnés et autres. Je produis de l'acide urique. Ça, ce sont des déchets. Puisqu'un déchet, c'est quoi? C'est un élément qui n'est pas réutilisable en tant que tel par l'organisme. Donc il doit effectivement s'en débarrasser, si ce n'est que sinon, si ça cumule, ça provoque un ralentissement, un dysfonctionnement de la cellule. Donc, par rapport aux proportions, entre ce qui apporte la nourriture et ce qui élimine, dans le corps, il y a une proportion à peu près de 25-75. 25% pour le système circulatoire, et les 3/4 quasiment sont de l'ordre du système lymphatique éliminatif. Donc on voit que le volet de l'élimination est déjà plus important dans notre système. Et au final, c'est ça, c'est que ce mode hygiéniste ou pas, c'est de pouvoir, dans un cadre qui est, on va dire, plutôt spécifique à notre espèce, apporter toutes les conditions nécessaires pour avoir cet état de pleine santé où on n'a pas un seuil de toxémie trop haut qui provoque effectivement un effet de symptômes. Et toujours selon Tilden et tous ces adeptes qui ont suivi et toutes ces théories, c'est qu'au final, qu'on passe d'une éruption cutanée à des crachats, des problèmes de peau et autres, il y a des maladies de moins en moins en hit, mais de plus en plus froides et profondes, en hausse, des thromboses, sarcoses, etc., qui sont avec l'âge, ne sont qu'un dépassement de notre capacité adaptative à encaisser ces seuils toxémiques. Hein? Et on a quoi? On a cet effet bascule qui fait qu'on a plus de déchets qui s'accumulent que ce qui est censé être éliminé. C'est pas un problème d'avoir des déchets. C'est pas un problème. Et là, ça dépend effectivement de chacun de tous, de cette capacité adaptative qu'il y a à encaisser. Ah oui, mais moi j'ai un grand-père qui fumait 3 paquets de cigarettes et qui buvait, voilà, il avait sa bidoche et il mangeait son pain à gluten et il est mort à 97 ans. Oui, mais ton grand-père, il est né dans quelles années, voire quel siècle? Comment il a vécu? Où est-ce qu'il a grandi? Dans quel milieu? Quels étaient ses apports nutritifs? De quoi il s'alimentait? Et on ne parle pas que dans sa bouche. Quel était son niveau de stress? Hein? Donc il est peut-être aussi né avec un capital génétique, déjà de départ, un capital minéral, pour pouvoir encaisser.
un gros compte épargne pour pouvoir encaisser les dépenses. Aurait-il vécu encore plus longtemps en appliquant vraiment, en faisant attention et tout? Oui, sûrement. Mais aujourd'hui, il faut constater que, ouais, se dire, ou en tout cas appliquer des règles, on entend de plus en plus d'avoir un mode de vie un peu plus dans les lois du vivant, dans le principe de la régénération, dans le principe hygiéniste, fait qu'avec tout ce qu'on, déjà, par génération, on perd ce capital minéral, on perd de plus en plus, parce qu'il faut savoir que lorsque la mère est enceinte et tout, lorsqu'elle va donner vie, elle va transmettre une partie ou une grosse partie de ce capital minéral à sa descendance. Le fameux baby blues n'est qu'au final en fait une grosse chute de déminéralisation. Hein? C'est-à-dire oui, peut-être les circonstances du stress et autres et du contexte dans lequel la mère se trouve, le contexte sanitaire et autres, oui, mais c'est aussi avant tout une grande déperdition minérale, vitaminique et énergétique qui est faite. Bah oui, c'est un énorme processus d'engagement vital qui s'est fait. D'accord ? Peut-être que, voilà, les femmes d'avant pouvaient X enfants par voie basse et tout. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Quel est déjà le cadre qui précède cette préparation? Dans quel stress ou dans quel environnement se fait la gestation? Et après, quid de l'accouchement et de la suite? C'est une super sage-femme. Moi, quand j'étais enceinte. Voilà. Et donc, dans ces principes hygiénistes et autres, bah oui, il y a des choses qui ressortent toujours. Bah, c'est effectivement de revenir aux bases des bases, c'est-à-dire une alimentation la plus saine possible, la plus adaptée physiologique, on va y revenir, mais aussi bah, la qualité de l'air, la qualité du repos, de l'activité physique. On parle de l'activité physique et pas sportive, en compétition et à outrance. Donc, qu'est-ce qu'une bonne capacité physique, mais aussi pouvoir gérer ses émotions, les relations aux autres. Et qu'est-ce qui vient nous nourrir justement notre épanouissement psychique, spirituel, artistique, pouvoir gérer tout ça. Et donc hygiénisme et vitalisme, on retrouve en fait dans ce terme vitalisme justement qui fait référence à cette énergie vitale. D'accord ? On a beau analyser, compartimenter, comprendre, oui, un embryon qui se forme avec l'ovule et autres, on n'arrive pas à expliquer encore cette étincelle-là, ce truc. Imaginez là, vous tous, on est là avec X milliers de cellules et encore plus, 10 fois plus de bactéries, de champignons et de virus en nous, mais qu'on soit parti d'un spermatozoïde, d'un ovule, une rencontre, X fusion cellulaire pour en arriver à notre organisme qu'on est là. Donc il y a cette chose-là. Et de nouveau, par rapport à cette énergie vitale ou cette énergie qui nous anime, on aura beau apporter tous les soins, tous les principes à un Maccabée, ça ne le fera pas aller mieux. Donc jusqu'au bout des bouts, il faut toujours cette dynamique-là et cette énergie-là pour que ça puisse redémarrer. Quand on connaît les principes du vivant, quand on connaît les principes, les cadres, ça repart toujours. Après, les règles, elles vont être spécifiques à chacun, à un moment donné de sa vie. D'accord ? On n'aura pas le même seuil de tolérance à la toxémie et le même vitalisme à 10 ans, quand on est jeune, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 30 ou à 50. D'accord ? Et souvent, justement, avoir un fort niveau de santé, c'est déterminé par une forte réactivité somatique, une forte réactivité aux éléments à la toxémie. Exemple, quand on prend les jeunes enfants, on le voit. Hein, dès qu'il y a des symptômes, ça part en hit. Il y a des otites, ça sort, ça crache, ça fait des poussées de fièvre. C'est facile, 39, 40, 41. On est là tout de suite. Ah non, là le corps il a une énorme vitalité. Il y a des déchets, il y a des choses à éliminer, oui, paf, ça sort. Et petit à petit, fil en aiguille, on commence à faire de moins en moins de symptômes.
ils sont de moins en moins aigus, ils sont de plus en plus légers. Puis après, bah oui, voilà, on accumule. Donc, autant cette forte réactivité somatique, avec au final un seuil de tolérance à la toxémie qui est très faible, paradoxalement, c'est ça, c'est qu'on ne tolère pas le moindre écart, au moindre. C'est comme le syndrome de la nappe blanche. On a une nappe blanche posée chez soi, elle est limpide, elle est blanche. La moindre petite tache qui va venir, on va la voir. Et on va tout de suite vouloir la pousser parce qu'elle fait tache. Mais si au fil du temps, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'énergie de nettoyer, puis qu'elle est devenue jaune, tachée et autre, c'est franchement pas la petite tache supplémentaire qui va poser problème. Voilà. Et le corps, bah, il a besoin, voilà, dans un cadre là, dans ces principes-là, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient de l'air, qu'ils soient de repos et autres, pour pouvoir générer ces processus de régulation. Et ces processus de régulation ou de symptômes, bah oui, vous allez me dire, ouais, mais tu me parles de fièvre, tu me parles de boutons, tu me parles de crachat, tu me parles de métastases, de thromboses, de choses. Bah, l'organisme est vivant, hein, c'est pas une machine, c'est pas un binaire, voilà. C'est pas quelque chose de très joli, de très sexy. Il fonctionne comme il peut il l'exprime à sa façon. Et aujourd'hui, notre société, ce qu'elle a surtout, c'est qu'elle a horreur des symptômes. Jusqu'à maintenant, en tout cas, la médecine allopathique traditionnelle, en fait, dans son approche, dans son étude, c'est que, voilà, on va éradiquer le symptôme, on va traiter le symptôme. C'est un petit peu comme dans l'image, prenez une voiture, une moto, quoi que ce soit, vous roulez, vous avez un tableau de bord, vous avez des voyants. En temps normal, vous avez le voyant de la jauge essence qui se vide. Vous allez dire, ok, hop, je vois qu'il y a une station, je fais un détour, je perds un peu de temps. Ok, j'arrête la voiture, je fais le plein, j'y mets la bonne essence, jusqu'au fond, jusqu'au bout, et je repars. Ça, c'est une attitude peut-être intelligente, normale. La médecine allopathique, ou en tout cas l'approche classique, c'est quoi? C'est vous avez le voyant rouge qui s'allume, bam, gros coup de marteau dessus. Ou alors gros scotch dessus. Ah, plus de voyant. Ah, ok. Ah, bah si je... Non, c'est bon. Il n'y a plus de voyant. Ah, bah continue, roule. Bah, jusqu'au jour où bah, l'essence s'est vidée, puis là, paf, vous arrêtez. Donc c'est ça. C'est si aujourd'hui... Alors, de nouveau, il ne faut pas être dogmatique. Il n'y a pas de bonne médecine, de mauvaise médecine. Moi, je serais le premier content. J'ai un accident, je me fais shooter, j'ai un accident, quelque chose, je serais le premier content qu'un médecin chirurgien 10 ans d'études qui arrive à pouvoir me réparer. Cette médecine d'urgence, oui. Il faut l'accepter, ça fait partie, on a la chance, contrairement peut-être à nos anciens, nos aïeux qui n'avaient peut-être pas cette médecine d'urgence et qui auraient pu être traités, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'appelle cette médecine un petit peu de bobologie qui cherche à tout prix en fait à éradiquer le symptôme et à ne faire que balayer les premières prémices secousses parce qu'il a en horreur effectivement ces symptômes-là. Et le corps, constamment, pour peu que s'il n'arrive pas à l'exprimer de façon aiguë, directe et de façon intensive, si au moindre effectivement symptôme, on va lui supprimer la possibilité par des médicaments, en étant constamment soumis à des stress sonores, olfactifs, visuels, soumis à des sollicitations tout le temps, on va dire chroniques et de façon moyenne. Une alimentation qui ne respecte pas son cadre physiologique. C'est-à-dire après, on n'est pas là pour dire oui, mais est-ce qu'il faut manger ci ou ça? Est-ce qu'il faut du cru? Qu'est-ce que tu penses du cuit, du cru? Tu penses du végétal et les produits animaux et les œufs? Il y a un principe et après il y a les règles. Elles vont être spécifiques à chacun. Après, on peut surtout dire qu'est-ce qui n'a rien à faire dans un corps humain. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des pesticides, des fongicides, des herbicides et des choses en hydre qui sont censés tuer ce qu'elles sont censées tuer n'ont rien à faire dans notre organisme. Déjà. Après, est-ce que des aliments qui ont été ultra transformés, c'est-à-dire que sans j'ai sous les doigts, sous les yeux, est-ce que j'arrive à l'identifier? Est-ce qu'à la limite, si je fais l'effort est-ce que je peux, moi, me le procurer? C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire pousser?
Est-ce que je peux le cultiver, le ramasser, le cueillir? Est-ce que je peux le chasser? Est-ce que je peux le pêcher? Vous voyez déjà? Mais si cet élément-là, j'arrive même pas parce qu'il a été complètement bidouillé, transformé, température, dénaturé, raffiné, où il apporte juste des calories vides et rien du tout, voilà. Et puis peut-être des éléments ou des aliments qui vont venir, on parlait de seuil, de cet effet balance, qui vont peut-être apporter plus de mauvaises choses que ce qu'elles apportent. C'est-à-dire, est-ce qu'au final, elles sont beaucoup plus difficiles à digérer, à assimiler, puis à éliminer, que ce qu'elles apportent en termes de vitamines, d'énergie. D'accord? Et dans cet hygiénisme ou ce vitalisme, il y a plusieurs facteurs de santé et de prévention. Donc vous aurez compris qu'on n'est pas là effectivement de parler parce que je suis en phase terminale cancer, phase 5 avec des métastases partout. Est-ce que le jus de carotte et le fait de respirer et de faire de la cohérence cardiaque va m'aider? Ça ne pourra pas te faire de mal, mais c'est peut-être un peu tard. Et on voit beaucoup de gens, oui, c'est souvent suite à un trauma vraiment aigu, clinique, qui font 180. Mais là, le problème de nouveau, excusez, l'image sur la route, c'est un peu pédale de frein, pédale d'accélérateur, frein à main. On est balancé à 250 sur l'autoroute, puis là, il se passe quoi en phase terminale? C'est pas frein à main, et puis tonneau. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux pas, peut-être, avant toute chose, lever le pied de l'accélérateur, attendre, rétrograder, freiner. Et ça va être propre à chacun. Et donc, dans ces facteurs-là, déjà, on peut le voir en observant. Je reprends l'exemple d'un enfant, d'un nouveau-né. Quelles sont les phases dans lesquelles il va passer dans ses principes, dans ses besoins fondamentaux immédiats? La première chose qu'il fait en venant au monde, il crie, respirer, la respiration. Déjà, est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'on respire de la bonne façon? On a peut-être, pour ceux qui le sont, parents, ou peut observer un enfant, jeune enfant qui dort sur le dos. On voit sa respiration ample et profonde. Est-ce qu'elle est brève et thoracique, diaphragme? Non, elle est profonde, stomacale. Donc vraiment, on prend le temps, la qualité de l'air aussi. Donc déjà, la respiration. Après, quels sont ses autres besoins? Avant, c'était donc manger. Et donc ça rejoint ce qu'on a discuté, manger en fonction de ce ressenti, de son besoin à l'instant. Il va consommer, il va s'arrêter aussi de lui-même. Donc là, le ressenti est très important aussi. Donc la respiration, parce qu'on peut se passer de boire, de manger pendant un certain temps, mais je crois que respirer, le record, il est vraiment de quelques minutes. Il y a quand même des maîtres indiens et tibétains qui ont apparemment pu, pendant des années. Pendant des années, ne pas respirer. On retrouve quand on fait des constructions d'autoroutes. Oui. De routes et puis qu'on leur retrouve et puis ils sont pas morts, mais ils n'ont pas respiré? Ils sont pas, ouais. Alors. Puis quand ils les réveillent, ouais. Ils parlent des langues très anciennes. Ouais. Donc il y a des cas comme ça, mais bon, ouais. C'est exceptionnel. Après, voilà, on veut pas dire jusqu'où peut aller cet état d'équilibre et cet état de régénération, on n'en sait rien. Est-ce que le fameux bras coupé qui repousse, je sais pas en fait jusqu'à où peut aller. On va pas dire que voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, que la science vraiment classique actuelle peut. Je pense que ce siècle-là va nous apporter des choses de plus en plus de cet ordre-là. De cet ordre, voilà, je vous ai dit, qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre potentiel, un humain autre. Donc on peut s'arrêter de boire, de manger, mais de respirer, non, pendant quelques minutes. Donc un air de qualité, mais aussi d'apprendre à mieux respirer. Et là, vous avez toutes ces techniques, un peu de méthodes qu'on entend, cohérence cardiaque, les méthodes de Wim Hof avec l'exposition au froid, qui est déjà autre chose, et respiration, méthode Buteyko, c'est-à-dire des respirations amples et profondes, puis après des rétentions poumon plein, poumon vide, pour s'entraîner à s'exposer
au seuil de CO2 ou oxygénisé. On apporte bien de l'oxygène quand quelqu'un est souffrant, malade ou il y a une urgence, on va bien lui apporter de l'oxygène en plus. Donc déjà la première chose. Et surtout, respiration, elle se fait de plus nasale. La bouche, c'est pour parler et pour manger. Si on en est au stade où on est, c'est qu'on a dépassé sa capacité adaptative. C'est tout. Après, il y a un autre facteur de santé qui est l'hydratation. L'hydratation, alors oui, mais ils disent qu'il faut boire 2 litres, 3 litres d'eau par jour. Après, tout dépend du mode de vie. Tout dépend de son milieu, de son activité, de son alimentation. Il est clair que si on a une alimentation qui est sèche, déshydratée, dépourvue en eau organique, en minéraux et autres, ben il est clair qu'on va avoir une sensation de soif. Si on mange très salé, très épicé, on va forcément avoir des besoins en eau. Si au contraire on a une alimentation la plus fraîche possible, la plus brute possible, la plus entière et autres, les besoins en hydratation en eau directe se font quasiment peu sentir, voire inexistants. Sachant que souvent l'eau, on va chercher aujourd'hui, c'est vrai, on entend de plus en plus parler, oui, des méthodes de filtration d'eau. Osmose inverse, filtration, charbon, carafe, Brita, filtre Berkeley, distillation, source, puits d'eau. D'accord. Mais il faut pas oublier que l'eau, en chimie, c'est un solvant. L'eau, par nature chimique, c'est un solvant le plus puissant qu'il y a sur Terre. Elle arrive à dissoudre des roches. Et de façon à température ambiante et de façon naturelle, sans chimie, sans produits exagérés, avec de l'eau. On arrive à perforer des roches de façon naturelle. Donc elle est plus importante pour ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte. Donc le côté boire de l'eau pour des minéraux, à l'heure actuelle, je pense, on a dit, on est des humains, on n'est pas des plantes. Sinon on sucerait des cailloux. Bah oui, pour prendre mon calcium et autres, je prendrais des cailloux et je les sucerais, ou je les mangerais. Donc, je dirais de l'eau, oui, mais d'aller vers une eau qui soit la plus pure possible, la moins chargée en minéraux. Alors dans le commerce, vous avez des eaux, je ne vais pas en citer des marques, mais vous avez des eaux. Il faut surtout regarder les résidus à sec qui soient le plus faible possible. En dessous de 140 grammes au sec. Des eaux chargées qui sont vraiment à 2000 et quelques grammes au sec et tout, c'est déjà fortement minéralisé. Et c'est milligrammes, ouais. Et pour les bacs de lièvre et tout, on utilise de l'eau distillée justement parce qu'elle oui, va attirer les... Voilà. Mais après, mais si je bois de l'eau distillée, je vais mourir, ça va emporter mes minéraux et tout. C'est pas en buvant un demi-litre d'eau naturelle, distillée ou peu minéralisée, si pour peu à côté, ton alimentation t'apporte une richesse en minéraux et autres, parce que eux, ils ont été, et là on va y venir, de façon organique et bio-assimilée par les plantes. D'accord ? Après, le repos. La qualité du repos. Déjà, si on observe dans la nature, en tout cas, un organisme vivant qui va se reposer, il va se reposer quand il a ses besoins, n'importe quand, s'il en a le besoin. Et dans un milieu calme, sans source de lumière, sans stress et autres. D'accord ? Si on fait tous l'expérience de bivouaquer, de camping ou quoi que ce soit et qu'on éteint tous nos téléphones, nos lumières, je peux vous assurer qu'après le coucher du soleil, on retrouve un cycle circadien qui fait qu'on va pas traîner, à part peut-être autour du feu si vraiment on est amené à, mais on va pas veiller longtemps. Parce qu'on a des processus qui font qu'on est effectivement une espèce d'urne calquée sur le cycle du soleil. Et qu'on est censé s'endormir au coucher du soleil et se réveiller au lever du soleil. Mais révolution industrielle, de plus en plus, on a fait traîner ça avec les sources de lumière, avec les activités le soir, avec les expositions aux écrans bleus. Donc il faut pouvoir... Alors après, oui, de nouveau, mais moi je dors, j'ai 5 heures par nuit et je suis en forme, je suis très bien. D'accord, c'est tes règles.
Mais le principe, il prévaut qu'il faut qu'il y ait suffisamment, en tout cas allouer une plage suffisante au repos. Car c'est lorsque justement durant ce repos que le corps va pouvoir entamer des processus de nettoyage, de repos. C'est un petit peu l'image encore en informatique, vous lancez l'analyse antivirus ou la défragmentation. Vous laissez l'ordinateur faire. On n'ouvre pas la page internet et puis la série Netflix et puis le téléchargement des derniers épisodes de ce que je veux en même temps. Ça ralentit, ça bug. Puisqu'après d'ailleurs, oui, le matin, souvent on va se réveiller quoi? Avec la langue pâteuse, une haleine, les yeux encroutés. Hein, ça tiraille, ça tire, ça peut tirer un petit peu sur la tête. Ça pique. Bah oui, ce sont des signes que le corps a entamé des processus de nettoyage. C'est sorti. Et d'ailleurs, après, comment on appelle le premier repas du matin? Déjeuner. Parce qu'on vient rompre le jeûne. Déjeuner. Alors peut-être, déjà, quelle est la nature de ce déjeuner? Quelles sont ses compositions et qu'est-ce qui va m'apporter en termes de... quand je vais couper la digestion? Ou alors, est-ce que j'ai pas intérêt à pouvoir repousser le plus loin possible ce déjeuner et de laisser les processus de nettoyage ou de régénération, de guérison se faire le plus longtemps possible. Sachant qu'à côté de ça, effectivement, j'ai peut-être un mode de vie qui fait que je ne laisse pas le temps nécessaire au corps. Leur déjeuner, c'était à midi. Déjeuner, c'était à midi. Le déjeuner, initialement, c'était midi. Les anciens partaient au matin, ils avaient leur gamelle, c'était le premier repas, c'était midi. C'était plus tard. Ils se levaient tôt et ils allaient travailler et c'était seulement après. Et là, on parle des anciens, mais 15 heures, voilà. Mais là, on parle des anciens. Mais on parle d'avant. On se réveille dans la nature. Est-ce qu'on a tout de suite le petit fruit, le petit café, le petit jus à portée de... On va se lever et on va aller chercher. On peut avoir la chance de le trouver à 9h, à 10h, une source de nourriture, ou plus tard. Ou peut-être même rien. D'accord? On est beaucoup plus designé pour le manque que l'abondance. D'accord? Et ce qui, aujourd'hui, c'est même pas tant... Il y a déjà la qualité, mais il y a aussi la quantité. Le petit déjeuner, puis la collation du matin, et puis le midi, et puis la collation de 15h, puis le repas du soir, et puis encore après la petite collation devant la télé. Ah, puis je me réveille à 2h du matin, puis je remange encore un petit truc. Et donc du coup, on est comme ça constamment dans une phase de digestion. Hein, le corps humain, dans la digestion, faut savoir, c'est, allez, les plus bas chiffres, c'est 30 à 40% de notre énergie vitale qui est employée pour la digestion. Ou la sieste après le repas. Astuce des traders et des hommes d'affaires, c'est qu'on signe un contrat toujours après un bon repas. Bah oui, parce que l'autre en face, il est bien endormi. Un bon repas bien copieux. Ah ouais. C'est pas après le dîner familial qu'on a des discussions et des sujets. Ça dépend chez qui. Si tu as ton repas plutôt frugal ou que tu manges pas, là tu envoies du lourd. Oui, puis chez les Hunza, par exemple, il y a presque tout le monde dépasse les 100 ans. Oui. Et puis les femmes, elles peuvent avoir les enfants jusqu'à passer 85 ans. Oui. Ils sont très frugaux, quoi. Oui, ils ont des frugalité, c'est-à-dire... Ils ont d'une très bonne qualité et puis ils jeûnent plusieurs mois par année. C'est parce qu'ils sont... Ah oui, c'est eux qui déshydratent les abricots. Oui, ils se nourrissent principalement tout l'hiver d'abricots séchés. Ouais, mais à un moment donné, les stocks, les stocks diminuant courant hiver, ils vont rester les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, jusqu'aux premières cultures, en jeûnant. Voilà. En jeûnant hydrique. 10 km et 10 km par jour aussi. Et ils marchent, voilà. Bon, bah voilà. Franchement, pouvoir être encore mère à 85 ans sans problème. Et puis, ils ont souvent 130, 140 ans. C'est où ça? Les Hunza, ça groupe sur plusieurs pays, donc le Pakistan, je crois, cette région-là, haute montagne. Ouais, il y a des articles qui avaient passé sur le canal. Donc un lieu de repos qui doit être le plus simple, le plus propre possible en termes de meubles. De nouveau, quels sont les meubles qui nous entourent, la qualité de l'air, la literie, avoir de l'air qui circule dans la pièce, les ondes électromagnétiques, enfin tout ça.
fait que, au final, c'est un effet cocktail. On a l'impression que non, mais on accumule, et certains vont exprimer des symptômes, d'autres non. Bah, c'est propre à chacun. D'accord. Mais on en est aujourd'hui à un stade où, ouais, on peut plus, c'est différent de nos aïeux, de nos grands-pères qui, voilà, le fameux, oui, mais ils mangeaient, ils ouvaient, mais oui, mais dans quel milieu il évoluait, lui? La plupart du temps rural, exposé au chaud, exposé au froid, à l'extérieur, les mains dans la terre, connecté. Ben voilà. Il avait peut-être un capital, une capacité adaptative, enzymatique, digestive, éliminative à encaisser. C'est peut-être, voilà, il y a encore quelle était la qualité de ces aliments, pour peu que, ah mon Dieu, ils ont du pain et tout, mais c'était différent d'aujourd'hui. Et puis, on a vu un autre facteur, bah, s'alimenter. Vous savez que les intestins représentent 80% de notre immunité. 80%. Et que depuis maintenant une bonne grosse dizaine d'années, on peut le dire, on est, ce qui nous compose, on est 10 fois plus bactériens, champignons, virus que cellulaires. Cellulaire, je sais pas, il y a 10, ça représente 10 puissance 12, 10 puissance 13 cellules dans le corps. C'est 1 trillion. Je sais pas. Bah là, il y en a 10 fois plus. Donc je veux dire, et ça c'est depuis toujours. Que ce soit sur la muqueuse, interne, externe, sur la peau. Il y a des familles spécifiques à chaque zone du corps. Voilà. En gros, ce qui fait de nous des humains n'est pas humain. Voilà. C'est perturbant, c'est-à-dire que 90% de notre constitution, oui. C'est pas l'océan. Voilà. Je crois qu'on peut extraire c'est 2 kilos. Si on extravait, on les pèse, ce serait 2 kilos de bactéries. On aurait 2 kilos de bactéries. Et qui sont là essentiellement, oui, bah, pour digérer, pour s'alimenter, et qui, bah, comme une symbiose, un symbiote, elle nous apporte effectivement un équilibre et qui est sans elle. Alors oui, il y a des pathogènes, oui, il y a des bénéfiques, mais tout est question d'équilibre. Hein? On peut avoir tout d'un coup, bah ouais, j'ai des explosions de candidats albicans et autres, hop, champignons de levure, bah qu'est-ce qu'on fait? Baf, antifongique. Mais si la souche, les populations fongicides, fongiques s'effondrent, t'as les bactéries qui reprennent le volet. Et donc on est constamment, le médecin symptomatique, bah il est là, non, ça non, ça non. Alors que ce qu'il faut peut-être, c'est effectivement, bah tu stoppes, tu t'arrêtes. Je sais plus quel médecin ou quelle approche naturelle, il disait, voilà, monsieur, on a tout essayé, oui, mais avez-vous essayé de ne rien faire? D'accord. Bah, Hippocrate disait, oui, que ton aliment soit ta médecine, que ton aliment soit ton médicament, et préconisait, c'était diète et repos. Par diète et repos, il voulait dire, bah, limite frugal, léger, voire rien du tout. Un animal qui, quand il est malade, et puis dans les zoos, les vétérinaires, ils observent un animal, tout encore qu'il soit sauvage et connecté à son ressenti, à son soma interne, il va se mettre à l'écart du groupe ou quoi que ce soit, il va se mettre dans un coin, il va même jeûner à sec, il va rien faire jusqu'à que... Bien sûr, il y a peut-être des problèmes, il y a des erreurs, des fois ça ne résout pas tout, mais il va se réalimenter, il va revenir dans le groupe, il va bouger, quand ça ira mieux et ça viendra de lui-même. Cet arrêt en disant, ok, hop, là je m'arrête, je vais mieux, je peux reprendre une activité. Je suis en capacité de pouvoir encaisser maintenant les aléas. Et je joue avec ça, ces 2 pédales-là. De repos, d'activation, d'anabolisme, de catabolisme. D'accord? Ce truc, il a, je sais pas, dans la culture suisse, comment c'était, mais en France, je me souviens petite, quand j'étais malade, on me mettait à la diète. Et donc, on ne me donnait pas à manger peu, soit des trucs hyper légers, du gros, et il y a eu un basculement, je suis plus trop capable. Mais il y a eu un basculement. Ce basculement, il a pu se faire, alors peut-être on pourrait le situer, mais le basculement, il s'est fait, il y a eu comme ça
Hein, je veux dire, oui, alors pourquoi avant du temps d'Hippocrate ou d'avant, et là je vous parle des années 19e siècle, hygiéniste. Il faut savoir que Hippocrate, Pythagore et autres, d'ailleurs les premiers végétariens et autres, on les appelait des pythagoriciens. Hein. On les appelait les pythagoriciens. Chez nous. Ils avaient ces notions-là, enfin ils avaient tout ce qu'on voit là en ce moment. Je veux dire, c'était trivial, c'était basique, c'était normal. Hein. Ils avaient un autre environnement, certes, une autre capacité à encaisser, mais ils avaient ça. Mais je crois que le basculement, enfin peut-être le plus, celui-là qui ressort souvent, c'est lorsque notre fameux Leleu, on va l'appeler, Louis Pasteur. Je pense qu'il était à une soirée avec des potes, un peu bourré. Puis il s'est dit alors, pile c'est stérile et face c'est pas stérile. Puis hop. Et je pense que voilà, on est parti sur on a à la place de Béchamp malheureusement. À la place de Béchamp. Alors oui, après il y a toutes les théories que et Pasteur aurait dit que et puis Béchamp était, c'est pas si blanc et noir que ça. Mais effectivement, Pasteur en disant le terrain, le corps est, vous savez, un peu cet archange tout pur et tout et tout fragile, et que tout ce qui est à l'extérieur, ça vient, et la maladie et le microbe et ça vient et c'est une fatalité, j'y peux rien. Et nous sommes là pour tout stériliser, pour tout, et que à la fin sur son lit de mort il aurait dit que le virus, le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'est-ce qui fait qu'une souche virologique, bactérienne ou autre qui arrive sur un terrain, et entendez un terrain humain, une physiologie, un corps, pourquoi chez un tel va y avoir des symptômes plus ou moins forts, ou que d'autres rien du tout, et que d'autres troisièmes vont complètement s'effondrer ou déclarer des symptômes encore plus graves. D'accord ? Et donc voilà, par rapport à ces aliments, des nourritures préparées, transformées par la main de l'homme, aliments industriels, sous conserve, stérilisés, avec des pesticides, des herbicides, des fongicides, des antibiotiques, des aliments qui seraient difficiles à digérer. C'est vrai que si des aliments, alors oui, qui seraient trop difficiles dans leur état cru, ou dans une forme plutôt de réserve, de conserve. Donc c'est vrai que il y a 15 000 ans, à la sortie de la glaciation la dernière glaciation qu'on a eue, le croissant fertile, l'homme qui était essentiellement, on va dire, chasseur-cueilleur, même si les théories démontrent qu'il serait plus cueilleur que chasseur pour finir, a fait un choix, de nouveau, c'est un choix, un postulat, de partir sur l'agriculture. D'ailleurs, agriculture et culture et écriture font bon ménage. Hein ? C'est la théorie comme quoi l'écriture se serait développée parce qu'il y avait les cas d'excédent et qu'il fallait comptabiliser. Qu'il fallait pouvoir essayer, moi je commence à avoir 1 kilo de temps, 2 kilos de temps, 3 kilos de temps, donc ok, comment je retranscris ça ? Mais l'écriture, c'est le prémisse du système monétaire. Exactement. Voilà. Et donc de passer à un stade où la nature m'offre par son abondance, à son rythme et au fil des saisons, tout ce que j'ai besoin, je fais table rase et je pars sur un système où, ok, je vais devoir maintenant œuvrer, suer à la sueur de mon front, travailler dans une souffrance et autres pour pouvoir obtenir ma pitance journalière. Mais ça, on le voit, puis ce sera pas le volet de cette causerie, sur peut-être tous les aspects agriculture, écologique, permaculturelle et autres, qui font que ce système-là, on le voit, arrive à saturation. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture moderne conventionnelle, c'est 15 calories d'entrée pour en sortir une. Si on prend tous les intrants énergétiques, grises, fossiles, tout ce que vous voulez, humaines, c'est 15 calories qui sont données dans le système pour en sortir une. Alors que le système vivant, eux, c'est autre chose. On parlait des problèmes de santé, du cancer, surtout avec les agriculteurs. Oui, exposés à des produits phytosanitaires. Et donc pour la pleine santé, on voit qu'on a besoin que ce soit des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, des antioxydants, qu'on prenne n'importe quelle diététique au monde, qu'elle soit tout ce que vous voulez,
macrobiotiques, paléo, végétaux, carnaux, locavores, ou les crus, cuits ou autres, le fil rouge commun entre toutes celles-là, s'il y a un groupe d'aliments que vous les enlevez, on se porte mal, c'est lesquels? Au sens très large, c'est les végétaux. Maintenant, la part après d'extras que vous rajoutez autour, mais ce sont les végétaux, fruits et légumes, plantes sauvages, les baies, les racines, les champignons. Après, de là à dire est-ce que les œufs ou petits gibiers, voilà, est-ce qu'ils existent à l'état naturel? Est-ce que je peux, moi, humain, avec les moyens de bord que j'ai, sans entrer dans un artifice d'outillage et de complexité, me demandant encore un travail et autre, est-ce que je peux comme ça, comment je peux par moi-même obtenir cette nourriture-là? D'accord? Et donc de là, on se pose toute la question de nos origines, de où on vient et quel est censé être notre milieu naturel. Parce que de dire chasseur-cueilleur, bah oui, je sors d'une forêt tropicale où j'ai une abondance de fruits, de légumes et autres, j'arrive, oui, j'ai la capacité adaptative à encaisser une glaciation et un changement d'environnement et des saisons plus ou moins froides, oui, je suis obligé, constatant qu'il n'y a pas de nourriture ou de végétaux, de me tourner vers d'autres sources de nourriture. Et heureusement, oui, j'ai peut-être le cerveau et autres relations cognitives pour créer un groupe et discuter et de façon intelligente m'organiser et chasser et faire des outils. D'accord, très bien. Mais ce n'est qu'une adaptation à mon nouveau milieu. Oui, les Esquimaux, ils vivent bien et tout, ils mangent que du phoque. Ouais, ils ont une espérance de vie jusqu'à 50 ans. Un organisme, je crois, les animaux ont, il faut compter 5 fois le temps de croissance osseuse. C'est-à-dire jusqu'à que les os atteignent leur stade adulte. L'humain, c'est 20 ans, fois 5, environ. Entre 20 et 25 ans, fois 5, je vous donne l'espérance. Voilà. Et puis, un autre facteur qui serait l'exercice et bouger. Donc on ne parle pas effectivement de sport ou de compétition, mais idéalement dans un environnement naturel, en contact avec la nature. Faire du yoga, du parcours, des étirements, ouais, ok, du crossfit, ok, de l'escalade, qui met à l'épreuve notre corps. On respire, on sue, mais on se sent bien, on se sent pas éreinté. Qui va permettre de faire circuler la lymphe, qui transporte les lymphocytes, élimine les déchets. Après, même faire le jardin, cueillir, grimper aux arbres, chasser, ramasser des champignons. Il n'y a pas besoin de cérébraliser, de s'inventer des activités. On devrait, de notre nature, de nouveau, nos mouvements devraient être nos activités physiques. Si on évoluait dans un environnement qui nous correspond, à notre nature. Il y a une étude qui était sortie entre l'Américain moyen et des ethnies africaines, je ne sais plus laquelle. De prendre, je crois, je ne sais plus si c'était une période de 1 mois ou sur 1 an. Ou même, admettons, à la journée. Ou on va dire à la semaine, ok. Et sur le totem de la semaine, il s'est avéré que l'ethnie africaine avait exactement la même intensité que l'Américain moyen. Et si ce n'est, je crois, un chouïa plus. Parce que l'Américain moyen, qu'est-ce qu'il faisait? Il était assis, transport. Puis il avait peut-être 3 fois par semaine son petit mouvement crossfit et intense. Mais les ethnies africaines, elles avaient quoi? Elles bougeaient, elles œuvraient régulièrement. Ils dansent souvent aussi. D'accord. Si on construit notre habitat, on se met en mouvement. Voilà. C'est aussi vivre des moments collectifs qui font du bien au mental. Et puis, activité physique avec fatigue engendrée qui appelle justement à un repos physiologique, à une alimentation instinctive. D'accord? Est-ce que quand on vient de finir une compétition, un mouvement ou qu'on est déshydraté et autres, est-ce qu'on a tout de suite envie de se jeter sur du gradin dauphinois et du gigot d'agneau? Qu'on a soif, qu'on a envie de se ressourcer. Voilà. J'ai bien compris. C'est impeccable. Puis enfin, un autre facteur, on voit que l'alimentation, le sport, c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Bouger plus, manger bien, 5 fruits et légumes, pas trop salé, pas trop gras et autres. Et encore, ça veut dire quoi? Parce que le bon, c'est gras, non c'est sucré, c'est salé. Au final, je mange rien. On sait plus.
Mais il y a aussi autre chose, ça va être sur gérer ses émotions. On a parlé tout à l'heure, le stress, les personnes, cette capacité adaptative à encaisser ou autre. On pourra dire ce qu'on veut du prana, de l'énergie vitale et autres, que peut-être l'humain on est autre chose, 5D, etc., ce que vous voulez. On fait encore une expérience 3D. On est là pour faire une expérience encore 3D. On a un cerveau primal, reptilien, émotionnel. Donc la colère, la frustration, l'agressivité, en soi, c'est pas un problème, elle nous a servi pour notre survie. Le problème, c'est ça, c'est est-ce qu'après, je me laisse pas submerger? C'est le problème. C'est pas de dire, ah oui, l'alimentation, enfin l'activité ou le repos. Je peux aller dans une suractivité. Si on regarde ça, j'ai suffisamment de repos. Si ma capacité adaptative me permet de m'entraîner, d'être tous les jours, après c'est le citron, il n'y a pas de problème. Si on regarde ça, je me repose suffisamment. Donc pareil sur l'émotionnel, je peux tout à fait avoir des relations ou un moment d'épique, mais c'est pas grave. On va pas se flageller en mode j'ai vécu une colère, là je vais. Si tout de suite on regarde ça, on arrive à prendre du recul, rétrospection, on se calme. D'accord ? Par rapport aux émotions, on a parlé au niveau je vous disais, des bactéries, de ce qui fait de nous, humains, pas humains. Les études montrent qu'il y a effectivement une communication. On parlait, vous savez, le fameux deuxième cerveau, voire même le premier cerveau, puisque au stade fœtus, lorsqu'il y a la formation, le premier système qui est connecté neuralement au cerveau, c'est les intestins. Et donc, il y a constamment cet échange et cette interaction d'informations. Comme les expressions, ah oui, je me sens pas bien. Souvent, ce qui vient de l'intérieur peut provoquer, générer des pensées, des émotions. Et de là, de l'expérience, pour peu que les personnes le fassent, quand on commence effectivement à prendre plus de recul, à se calmer, à avoir une alimentation et autres physiologiques, on peut avoir complètement des basculements émotionnels, des névroses, des pensées, des systèmes, des schémas de pensée moteurs qui étaient là, courants et autres, qui se voient complètement figés. Des gens en sortie de jeûne, en sortie de retraite méditative et autres, qui se ressortent transformés avec même une autre, je dirais pas personnalité, mais une autre façon de voir les choses et d'apprendre, qui était très cerveau droit, qui était très cerveau gauche et qui se retrouve complètement avec des élans tout d'un coup artistiques, sculpturales, impressionnants, et tout d'un coup avec des envies et des élans de reœuvrer, de faire autre chose. Des burn-out, pendant 40 ans, 50 ans, j'ai fait ça et je suis arrivé à bout, j'ai tenté quelque chose et là, tout d'un coup, moi, tout ce que je veux, c'est me retirer, mes chèvres, et voilà. Et c'est ça qui me rend heureux. C'était, pour la petite histoire, c'était il y a même plus de 120 ans, le Dr Bach, un bactériologiste, il avait déterminé 7 familles d'émotions qui correspondaient à 7 écosystèmes intestinaux. Donc il avait pu dire avec justesse, régularité, que en fonction de nos milieux, de nos bactéries, de nos familles qui composent au niveau de nos intestins, on pouvait avoir des similitudes, des comportements spécifiques à ça. Et souvent on croit que des appels, des appétences pour des aliments, ou pour des émotions, ou pour des stimuli, ou des relations, ou des activités, sont en fait souvent le siège de ces populations bactériennes qui demandent à être satisfaites. Les périodes de sevrage et autres ne sont que justement cet état de panique et de crise qui disent « nous sommes en voie de famine et d'extinction, apporte-nous le ». Et après oui, on sent un apaisement. Ouais, forcément. Effectivement, que si on se nourrit constamment de pensées lourdes, d'informations stressantes qui provoquent en nous de la colère, de la peur, de la tristesse, il y aura un impact à long terme sur la physiologie, qu'on le veuille ou non. D'accord ? Donc la sphère psycho-émotionnelle qui détermine l'ensemble des paramètres, et de l'action. Donc être en cohérence avec ses émotions, prendre du recul, ça fait peut-être hippie ou New Age, mais pouvoir prendre son temps, respirer, lever le pied, câlin aux arbres, sylvothérapie, trouver des moments de calme, pratiquer de la cohérence cardiaque, je sais pas,
se concentrer sur sa respiration. Ne serait-ce que juste porter son attention 2-3 minutes sur est-ce que de la façon que je respire, comment je me tiens. Les exercices de relâche, après, voilà, exercices de relâche. Après, ça, on cherche, on trouve ce qui nous parle, ce qui nous appelle tout de suite. Auto-hypnose, relaxation musicale, exercice de méditation, thérapie comportementale, bref. On peut écrire, on peut verbaliser, on peut exprimer ses émotions. Par le chant, par la danse, par l'écrit, par l'écriture, par nos actions, peut-être, ou par le sport, enfin, par une activité qui ferait que, ok, on va pas la concentrer sur telle personne à ce moment-là ou au quotidien, mais on va, de façon, en tout cas, contrôlée et de façon harmonieuse, le faire, mais dans un autre cadre. Et un autre dernier facteur de cette santé, c'est aussi d'accepter sa spiritualité. Par spiritualité, de nouveau au sens large, on n'est pas là du terme religion au sens traditionnel, mais c'est voilà, vivre en tout cas en contact et en relation avec sa nature, enfin avec la nature et sa nature propre d'être humain. C'est l'essence de l'être humain. Moi, je pense qu'il est d'être spirituellement connecté. Peut-être à quelque chose qui le dépasse ou qui l'inspire. D'accord ? Ça va pas dépendre, être heureux ou pas, ça va pas dépendre du matériel, ça va pas dépendre au final d'un réel contexte extérieur. Je pense. C'est plus un état d'esprit. Donc peut-être un bonheur qui est ailleurs, autre que matériel. Ce qu'on est, il faut accepter ce qu'on est, par nature. Avec nos limites, et que nos limites s'arrêtent, ok, là, ma nature humaine, et que ce qui est au-dessus, au-delà et au dehors de ce cadre-là, bah, ça ne me concerne plus. Je dois avoir ce lâcher-prise. Je n'ai pas à contrôler, à vouloir tout cataloguer, systématiser tout ça. Peut-être être touché par l'art, le silence, la présence calme d'un arbre, d'une pierre, du vent, le toucher d'un animal. Suivre sa voie, etc. Jusque-là, vous avez des questions, des témoignages, Bah, quand on vivait en Afrique, notre gardien, il mangeait une fois par jour. Oui, un repas par jour. Et on faisait des pizzas, puis on l'invitait à manger. Oui. Ça m'a vraiment frappé parce que je lui ai servi une tranche de pizza comme ça. Et puis je dis, as-tu vu une deuxième tranche? Je crois que c'était même pas le début du commencement, cette tranche de pizza. Ah non, vraiment là, après ça me fait mal au ventre. C'était terminé, il avait mangé une petite tranche de pizza. Ouais. C'était bon, quoi. Il a mangé pour la journée. Et pourtant, quand il se mettait en torse nu, c'était un athlète incroyable. Beaucoup de personnes en entendent de plus en plus, effectivement, ces notions de jeûne intermittent, de un repas par jour, de jeûne sec. Après, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bon, c'est pas bien. De nouveau, on pourrait faire le fameux, si vous voulez, me faire un cadeau et m'imprimer le t-shirt, ça dépend. Le fameux ça dépend, celui-là, je l'adore. Ça correspond, voilà, pour cette personne-là, parce qu'elle a son cadre, ça correspondait à ce stade-là de sa vie. Puis, dans 10 ans, dans 15 ans, on n'en sait rien, mais que ça avait l'air de lui marcher. Un autre, voilà, qui passerait, comme on le disait, de 5-6 repas par jour à, dès demain, je lance dans un jeûne sec, je me lance dans un repas par jour. Comme en fait, on ne se lancerait pas aujourd'hui, du jour au lendemain, dans un marathon de 42 km sans préparation. Ou comme on ne se mettrait pas au sport à soulever de la fonte et passer tout de suite à du développé couché 180 kg en une fois. Surcharge progressive. Bah là, pareil. Peut-être commencer à supprimer un repas ou élargir la plage horaire où on ne mange pas. Et peut-être frugalité ou alléger ou aller sur des aliments de plus en plus complets, de plus en plus bruts, de plus en plus frais. Ouais. Et puis peut-être c'est pendant un certain temps, puis revenir. Parce que souvent dans ces approches de jeûne ou de diète ou de quoi que ce soit, c'est envie, j'ai fait le jeûne et c'est pendant le jeûne, et c'est le jeûne qui me guérit, c'est le jeûne qui me nettoie, c'est le jeûne de...
mais déjà il y a toute une préparation. Et le jeûne, lui, n'est qu'une facette. Je vous rappelle au tout début, quand on parlait de cadre, de principe, et puis que le corps a ce principe d'équilibre qui revient à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. Le jeûne, on le voit, oui, culturellement, spirituellement, religion et autres, il est là, il a toujours fait partie de nous. Mais il n'a rien en soi de magique, c'est pas le jeûne qui guérit, comme c'est pas le jus de carotte qui guérit ou le pissenlit qui guérit. C'est j'apporte les conditions nécessaires au corps qui vont lui permettre, alors par le biais de certains aliments, que ce soit le jus de carotte, que ce soit l'herbe, que ce soit la qualité de l'air, la qualité de nos relations, la qualité de nos échanges, de ce que je fais dans ce monde, de ce que je œuvre, qui vont permettre à la machine ensuite de pouvoir faire ce qu'elle doit faire. Je crois qu'ils ont quand même pu prouver scientifiquement assez récemment qu'à partir d'un certain nombre d'heures de jeûne, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais que donc il y a une justement si on mange un repas par jour par exemple, après un certain nombre d'heures, il y a la fameuse hormone qui construit en fait, qui reconstruit. Une hormone de croissance. Voilà, l'hormone de croissance qui est activée. Oui. Mais pour ça, il faut un certain temps. Il faut un certain temps. Ça aussi, comme il y a une dizaine d'années. Oui, l'autophagie. C'est l'autophagie. Voilà, l'autophagie. Comme il y a une dizaine d'années, on a pu dire qu'on était bactérien et autres, parce que jusqu'à maintenant, c'était Leleu qui avait raison et qu'on était pur et tout. Mais maintenant, on peut le dire. Ça a fait, cette autophagie et ce nettoyage et autres a fait l'objet d'un prix Nobel en 2016 par un physiologiste japonais qui a démontré effectivement que la cellule, dans un certain contexte de famine ou d'absence de nutriments, on parlait de l'alimentation, les déchets, alimentation-déchets, en l'absence d'aliments, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre dans une forme de résistance et même d'auto-nettoyage, d'auto-washing. Et là, c'est autolyse, enfin, à pas confondre autolyse et autophagie. Autolyse, ce serait beaucoup plus un relargage des toxines et des déchets via le système sanguin pour être éliminés via les émonctoires, qui sont les poumons, les reins, les intestins, la peau et autres. Et l'autophagie, qui serait en fait un recyclage des éléments internes à la cellule. Et dans toute l'intelligence du corps, en priorité, tous les éléments délétères, métastasés, bactéries, virus et autres qui n'ont rien à faire là. Pour pouvoir, non pas simplement les éliminer, mais même par, je dirais peut-être même alchimie, une certaine transmutation et recréer des nouveaux éléments. C'est avéré, on parle, oui, alors c'est riche en protéines et tout ça, oui, ça substitue. Je crois que par jour, on régénère via les déchets cellulaires jusqu'à 300 grammes d'acide aminé par jour. On régénère. On recycle 300 grammes d'acide aminé par jour. C'est 2 steaks. Hein. Donc en fait, c'est là où après on pourrait se dire, est-ce que les apports, soi-disant diététiques, apports nutritionnels en protéines et autres, d'ailleurs c'est en train de se casser la gueule de plus en plus. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas peu de protéines, ne veut pas dire absence complète totale d'acide aminé. On en mangerait trop en fait. Le problème aujourd'hui, c'est plus le trop, et de nouveau, le package dans lequel... Bonjour monsieur. Et beaucoup plus le problème dans quel package vient ces acides aminés au jour d'aujourd'hui. Donc du coup, est-ce que ces acides aminés n'auraient pas tant bien fait d'être amenés avec des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des polyphénols, plutôt que des toxines, des antibiotiques, des hormones de croissance et autres qui n'ont rien à faire là? Savoir le processus d'autophagie, il démarre au bout de combien d'heures de jeûne? 40 heures, 36. Alors, de nouveau, ça dépend. Voilà, ça dépend de où tu pars, ça dépend de tes réserves. Il faut savoir que déjà, je crois qu'il faut plus de 24 heures, 36 heures effectivement pour que le cycle du sucre, parce qu'en fait, on fait des réserves de sucre dans les muscles, dans le foie et dans le sang, et c'est déjà jusqu'à qu'il n'y ait plus de sucre en soi. D'accord, donc le jeûne intermittent ne permet pas de déclencher ce processus en fait. Alors il ne permet pas, mais en tout cas il permet d'habituer le corps et d'entrer, de quand même permettre un certain plus rapidement un nettoyage. Mais si on fait le jeûne intermittent puis pas mal de temps, en tout cas tu seras déjà dans un état, je pense, plus que... Parce que est-ce qu'il vaut mieux effectivement un jeûne intermittent régulier, contrôlé et de façon régulière,
de se dire je vais jeûner à sec pendant 5 jours, une fois dans l'année, et le reste du temps, Faire n'importe quoi. faire n'importe quoi. Le jeûne en soi, oui, et je reviens sur l'histoire du jeûne, que le jeûne, c'est pas que le jeûne, mais c'est le après. C'est aussi la réalimentation, Oui, la reprise. la reprise. Parce qu'elle ne doit pas mal se faire et mal. C'est souvent ça qui est le plus difficile. Et c'est le plus difficile. Et là, pour ça, c'est que j'ai lu les ouvrages d'un hygiéniste, en fait, qui nous a quittés, français, Désiré Mérien. Ah oui. Désiré Mérien et Albert Monssori sont, on va dire, les deux grands noms francophones français de l'hygiénisme. Et Désiré Mérien, lui, il a suivi plus de 40 000 jeûneurs. Il a un centre Nature et Vie j'ai plus le nom de son village, mais en Bretagne. Et lui, il a surtout développé une approche plutôt douce par paliers alimentaires successifs. Oui. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il appelle le régime hétérogène, c'est-à-dire le fourre-tout, pour après être dans un régime plutôt dissocié, on va commencer à dissocier protéines, commencer à dissocier les choses. Régime cellulosique, c'est-à-dire on reste sur une base végétale, fruits et légumes, bruts, qu'ils soient cuits légèrement ou décrudis. Un régime non cellulosique, c'est-à-dire à base de jus, exclusivement, sans pulpe, de fruits et légumes, pour après aller sur du jeûne hydrique. Donc lui, il préconise pas le jeûne sec. Détoxination Par palier. Et au final, quand tu penses, voilà, et même palier, pareil en inverse. Et du coup, lui, ce qu'il préconise, c'est que de dire, oui, alors je viens chez vous, enfin je venais dans votre centre où je vais faire une approche comme ça pour 5 jours, mais en fait, c'est que non, il faut prévoir suffisamment de temps, mais en fait, peut-être que selon ta capacité adaptative, selon ton ressenti et autres, tu ne vas rester spécifiquement, peut-être que 5-6 jours en jeûne hydrique. Tous les autres jours avant, tous les autres après, c'est ta descente, c'est ta remontée. Et même rien que le fait que déjà, peut-être pour des gens, de passer d'un régime classique, omnivore, ce que tu veux, hétérogène, cuit, tout ce que tu veux, à déjà faire du dissocié, ou à même déjà faire du fruit et légumes, ou voire même du jus. Pour certains, tu auras une descente, détoxification, haleine, tout ce que tu veux, tous les symptômes d'une détox, perte de poids, le pouls qui s'emballe, et même des fois, à ce moment-là, hop, c'est bon, on arrête. Et revient pour un jeûne suivant. C'est dommage parce que c'est justement passé cette phase de détox où c'est plus agréable, quoi. Où on a regain d'énergie, l'énergie super claire et tout. Voilà. Ouais. Et c'est là où on se rend compte que du coup, c'est pas tant sur le jeûne lui-même, de nouveau, c'est le corps après. Et l'important, c'est la sortie. Et pour beaucoup, des habitudes qui étaient jusqu'à là délétères ne sont moins reprises, ou en tout cas, elles sont beaucoup plus ressenties et subtiles, et en tout cas pointées du doigt en disant ah oui, là, mon ressenti, vraiment, là, je ressens l'effet des gens qui étaient peut-être en prise de substances beaucoup plus dures, enfin de substances dures et tout. Moi, j'entends plein de témoignages, je lis plein de témoignages, même ne serait-ce que la cigarette. Tu te fais des jeûnes 3-4 jours, ta première cigarette, tu la jettes. Ouais, puis la même chose avec l'alcool, moi j'ai entendu plein de témoignages. Ouais, j'ai une copine qui aime beaucoup, qui a fait un jeûne, la cigarette. Ouais. Ça marche pas pour ça. Oui, 15 ans. 14-50. Moi j'ai un témoignage personnel par rapport à... J'avais une ostéoporose lombaire qui était assez forte. Qui m'avait dit un jour je marcherais en réversible, machin, qui ne me décroyait pas. Je me dis que c'est souvent en chaise roulante et tout. Et puis justement c'est après un long jeûne en fait. J'ai fait un long jeûne. Jeûne hydrique, jeûne sec, par alternance. Jeûne hydrique. Voilà, j'avais commencé à baisser comme tu viens de dire. Progressivement. Puis après jeûne hydrique, puis quand même finalement j'ai fait jeûne sec. Ouais. Et puis après vraiment faire la phase aussi remontante mais Oui. très longue en fait. Oui. Phase anabolique. Et puis c'est ça qui est le plus difficile. C'est important. C'est la reprise. Donner par palier aussi. Mais et puis j'ai fait un scanner après puis plus rien. Ouais. Puis c'était vraiment assez avancé. Ouais. J'avais des douleurs pas possibles, je pouvais même pas me tourner au lit. On a dans notre culture, on parlait médical quand il y a eu cette tournus et autres. En Europe, il y a ce côté, enfin je dis Europe dans le sens occidental,
France et autres, quoique il y a eu encore ce mouvement hygiéniste avec Désiré Mérien, et on le voit là maintenant depuis quelques dizaines d'années avec des acteurs de l'hygiénisme qui se font de plus en plus connaître, et c'est de plus en plus mis en avant. Mais si on va en Russie, par exemple, même en Allemagne, enfin disons que c'est remboursé. Enfin, c'est même, tu vas voir un médecin, même généraliste, il va t'orienter il va te proposer des cures de jeûne, d'aller, et voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est dans la culture, et tu y vas, et c'est remboursé par la Sécu, enfin tout ce que tu veux, et c'est accepté, et c'est pas mal vu. C'est pas ce côté, parce que tu vois, grève de la faim, et puis t'es tout mou et tout. Souvent, je peux dire, enfin même en termes de témoignages, et par rapport à des témoignages aussi sur le jeûne, ou sur l'alimentation et autres, qui serait de dire, oui, tu arrêtes de manger, puis c'est cet état, mais tu es faible, ou j'arrête de manger, je suis faible. Et on pense souvent par notre énergie, cette énergie vitale, je veux dire, c'est binaire. Je veux dire, c'est où elle est utile effectivement à des processus externes, dans la communication, dans la gestuelle, dans l'action externe, où on le voit quand on se met un petit peu en repos, en retrait, on le voit que là, ok, je lui laisse le temps. Il y a des choses en exergue. Mais effectivement, quand tu arrêtes toute source d'alimentation ou de stimuli, je manque de force. Non, c'est le même. Non, c'est l'inverse, mais dans le sens, t'as pas un moins X% d'énergie en moins. Ton 100%, il est là, ton énergie vitale. C'est juste qu'au lieu d'être déployée vers l'extérieur, elle est juste reconcentrée à l'intérieur. Que le corps, il est pas bête. Il va pas se dire, là, maintenant que tu me donnes les capacités, les moyens, ça va pas être le moment pour toi de t'agiter. Ça va pas être le moment d'entrer en conflit ou autre. Ça va, non. Mets-toi en repos, mets-toi en retrait. Un processus de détox. Et justement, la fameuse détoxination de Mérieux, qui était quand même traité d'hurluberlu. En France, il passe pour un illuminé, ce bonhomme. Oui. Sauf qu'en fait, on a un mode de vie tellement dégueu que dès que tu te mets en jeûne, forcément, tu as un processus de détox dardard qui se met en place. Tu as mal à la tête, tu as envie de vomir, tu te sens faible, fatigué, machin. Et donc, les gens concluent, le jeûne, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, parce qu'on revoit cette... dépasser ce stade de détox qui était présent, qui est plus ou moins long selon comment tu as à la base, évidemment. Ouais. Mais si, par contre, tu arrives à dépasser ce stade, c'est extraordinaire. Tu prends un bien-être sensationnel, mais un état presque. Mais c'est extatique, hein. Et c'est des pensées super claires. Une efficacité incroyable. J'étais en Inde, donc j'avais 19 ans. Je me suis dit, je suis naturopathe à la base, donc j'avais appris, mais j'avais jamais mis en pratique le jeûne. C'est incroyable. Je me rappelle, donc c'est vrai que le premier jeûne, surtout que j'ai grandi dans une famille où on mangeait vraiment pas bien, donc j'ai pas eu la chance de. Donc, les 3 premiers jours, je me rappelle, j'ai quand même pas mal détoxifié, quoi. Mais après ça, c'était incroyable. Puis moi, j'avais jamais couru de ma vie. Mais après, en fait, j'ai repris à manger parce que, mais j'aurais pu continuer encore super longtemps. Je courais sur des kilomètres, j'avais les pensées claires, j'avais l'impression que je devais plus réfléchir. C'était instantané. Franchement, mais c'était incroyable, quoi. Je me rappellerai toujours ce premier jeûne. C'était juste... Ça va venir de toutes les religions, de catholicisme. Maintenant, on est en carême. Oui. Il y a chez les musulmans, il y a le ramadan, chez les juifs, il y a toujours eu. Chez les indiens, il y a ça. Donc, Gandhi disait d'ailleurs que le jeûne, c'était la prière est à l'âme, ce que le jeûne est au corps. Exact. Oui, c'est ritualisé dans ces religions, mais du coup. Mais ça faisait revenir de façon périodique un moment de rince cochon, comme on dirait, en quelque sorte. Mais je suis désolée, c'est pas très élégant, mais c'est un peu ça. Tu fais un peu le ménage, quoi. Sauf que, on s'est écarté de toutes ces pratiques. Même je sais pas, en France, même les cathos, ils font plus de carême. Ou alors c'est un carême léger, dans le sens, je vais plus manger de chocolat. Il y a des catholiques qui font le carême. Il y a pas des catholiques qui font peut-être un jeûne. C'est pas sérieux. En Bretagne, terre assez. Il ne faut pas généraliser, quoi. Oui, il y en a peut-être beaucoup qui ne font pas de jeûne, mais il y en a peut-être qui font. Mais ça n'a pas forcément. Donc ça se réduit, c'est vrai que c'est des pratiques qui se réduisent de plus en plus. Hein, ça. Qui se pratiquent de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est. Non, qui se réduisent, moi je dirais plutôt qui se réduisent. Qui se réduisent ou qui sont aussi pointés. Comme sectaires. Pointés comme sectaires. Oui. Et
Et au final, j'ai même envie de dire, peut-être ce sera ce qui va arriver, c'est que ce sera au grand kidam de parce que la science a prouvé, tout d'un coup, on redécouvre la roue. Dans le sens où c'est un peu ce qui se passe depuis ces 10 dernières années. C'est ce qui se passe. Ah, tout d'un coup, ah oui, on est bactérien, machin. Ah oui, on devrait manger comme ça, alors que je pense dans toute religion ou dans tout, là, c'était comme ça. Oui, mais t'as un lobbying de ouf. Mais il y a un lobbying de ouf, puis qui vont te dire. Mais parce que forcément, t'as quelque chose, et t'es là, tu t'arrêtes, tu consommes plus rien, et ça marche, tu vas mieux, sans rien faire, ça coûte rien. C'est la semaine des 30 ans. Mais c'est un client perdu pour les autres. Et c'est pour ça. Ils préfèrent à la limite, non mais venez faire, non mais pas des cures jus détox machin et acheter notre programme détox. Justement, j'ai fait une cure détox puis le reste de l'année. Non, pour nous. L'hygiénisme comme il est vu ou comment là maintenant personnellement moi je le vois et je l'expérimente aussi au quotidien. Bah oui, c'est un mode de vie, c'est pas quelque chose qui se prend comme un effet de mode en disant ah tiens aujourd'hui je me verrais bien de. Bah oui, parce que le kidam qui vient du jour au lendemain qui va dire je vais essayer une cure de, je vais faire un jeûne randonnée, je vais ou c'était quoi un témoignage là de Ashton Kutcher qui reprenait le rôle de Steve Jobs dans sa dernière biographie, qui Steve Jobs par les témoignages il avait fait aussi une retraite méditative en Inde et tout, il se lavait pas, marchait pieds nus, il était très minimaliste aussi dans son approche. Il avait son caractère, hein. Il avait ses défauts, ok. Mais il avait cette approche et il était aussi convaincu jusqu'à la fin, avec ses métastases et cancers terminal pancréas, d'une alimentation frugale, frugivore, crudite, tout ce que tu veux. Et beaucoup disent même que ça l'a aidé à maintenir au vu des états de ses métastases qu'il avait déclarés, développés lorsqu'il jouait avec ses microprocesseurs dans son truc exposé à des métaux lourds, surtout. Certains disent que c'était parce que son mode de vie ou parce que son émotionnel et autres. Mais c'était surtout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, pardon. Tu parlais de Ashton Kutcher. Oui, Ashton, qui témoignage, qui dit ah bah oui, j'ai voulu faire comme lui. Et puis je me suis retrouvé avec une crise de pancréas comme pas deux, machin. Ouais, mais il a fait en 2 jours. Hein? Il a fait en 2 jours, c'est ça? Et il a fait en 2 jours, il a fait une descente machin, et puis il s'est retrouvé avec des symptômes de détox en voiture là, parce que c'est l'américain moyen, qui a une alimentation américaine moyenne, standard, ce qu'on veut, et qui passe du jour au lendemain. De nouveau, je parlais de l'image de sur l'autoroute à 180, là c'est le frein à main, et je passe, c'est normal que tu te casses la gueule. C'est normal que tu aies des symptômes comme ça, puis qu'après tu déclares au grand dans les journaux, Ashton Kutcher a essayé le régime frugivore machin de Steve Jobs, et ça l'a amené à l'hôpital. C'est parce que oui, mais ça, c'est du pain béni pour ça, c'est du pain, mais et tout à fait. Ou c'est du pain béni quand tu as des gens, j'ai suivi la diète de Casas Novas et autres, alors qu'il n'y a pas de diète Casas Novas, et puis que tu te retrouves diabolisation et que je finis, j'étais diabétique et que je finis à l'hôpital. Oui, mais non, il n'y a pas de. De nouveau, il y a des principes, mais après, c'est là aussi où peut-être, ce papier, ces discussions et autres devraient arriver parce que. On parlait avant de naturopathie, et au final, ça, j'ai rien contre, mais elle reste toujours symptomatique, à proposer des remèdes. Oui, qu'ils soient, teinture mère, une infusion et autres, on amène toujours quand même un principe ou quelque chose qui doit être, qui doit tout de suite rééquilibrer de façon forcée. Même, se faire des jus d'ortie, de pissenlit et autres, tu te fais un jus ou tu te fais un jus de persil ou de jus d'herbe d'orge, la concentration en nutriments et la densité, elle n'est pas faite pour. Alors oui, les jus, c'est pas naturel. Oui, d'accord, ils répondent à un besoin actuel. Mais dans la nature, on ne devrait pas. Le meilleur extracteur à jus, c'est nous. Mais encore faut-il qu'on puisse mâcher convenablement. Il faudrait, je crois, mâcher 80. Il faudrait boire nos aliments et manger ce qu'on boit, en saliver, bien digérer. Et puis les gens, ah oui, j'ai mangé tant de protéines, j'ai mangé, qu'est-ce que tu penses? J'ai mangé le pissenlit, de l'ortie. Oui, tu l'as mangé, oui. Mais qu'est-ce que tu as digéré? Est-ce que ton estomac, il a su, Est-ce que dans tes intestins, est-ce que tu as su absorber convenablement? Est-ce que tu as su assimiler? Est-ce que tu as su éliminer? Et ça, après, parler pipi, caca ou ce qui se passe dedans, on ne sait pas. On ne veut pas en parler.
Mais, ah oui, c'est ce que tu as mis dans ta bouche, ça, oui. Et on va le peser. Je suis diététicien, tais-toi, assieds-toi, je te dis ce que tu vas manger. Ah oui, tu vas manger tant. Ah oui, qu'est-ce que je dois. Alors tu vas manger tant de ça le matin, puis tu vas prendre ça à midi, puis tu vas prendre ça. Puis tu vas prendre ta petite pastille là. Mais tu mets le doigt sur un truc, enfin, je t'écoute en fait, sur le pouvoir d'auto-guérison. C'est ça. Tout simplement. Et qu'en fait, Il nous a été enlevé. Exactement. Il nous a été enlevé parce que c'est un peu cette société on a démissionné. Que justement. Mais il nous était enlevé aussi, c'est sur le tracteur. On en ignore, ils veulent, voilà, nous ignorer. Tu as parlé des animaux tout à l'heure. Elle, Oui. quand elle est malade, elle se Oui. met plus dans son panier, elle mange rien, machin. Elle On gêne. dit elle va se curer avec une herbe ou quoi. Oui, Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais au fond, les animaux, ils ont la oui, pharmacopée en eux. oui. Parce que je pense surtout que la différence entre nous et le règne animal, c'est que justement le règne animal est resté connecté à sa part interne, à l'écoute, à son instinct. Et aujourd'hui, à force d'être amené à extérioriser, à trouver le bonheur, l'action, le stimuli extérieur, bah on laisse pas le temps. Ah bah oui, forcément, à certains. Si je leur enlève tous leurs stimuli, connexion, internet, connaissances, activités, stimulants, je vais pleurer, ouais. Tu vas te rendre compte que peut-être au début, tu n'es peut-être rien. Hein, il vaut mieux, je pense, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est ça, on veut paraître, mais on veut pas être.